Des milliers de femmes ont pris une part active au système d'extermination nazi. Ils n'étaient ni victimes, ni témoins. C'étaient des bourreaux. À la chute du Troisième Reich, le sort de ces gardes SS fut laissé entre les mains des armées alliées. Certains ont été capturés dans les mêmes camps de concentration où ils avaient exercé leur terreur. D'autres ont fui, brûlé leurs uniformes, se sont déguisés en prisonniers ou ont adopté de nouvelles identités. Les épreuves sont arrivées, mais pas pour tous. Alors que certains ont été exécutés publiquement pour crimes contre l'humanité, des dizaines d'autres ont été libérés, protégés, voire recrutés comme espions par les services de renseignement occidentaux. Parmi elles émergeait aussi le cliché que le cinéma et la fiction n'ont pas tardé à exploiter. La jeune et séduisante garde blonde au regard froid et à l'uniforme impeccable qui incarnait à la fois la banalité du mal et un symbole tordu du pouvoir féminin sous le régime nazi. Qu'est-il arrivé aux femmes SS après la chute du Troisième Reich? Pourquoi la plupart d'entre eux n'ont-ils jamais été jugés? L'origine et la formation des SS Guardians. Dans l'Allemagne nazie, la terreur n'était pas seulement l'œuvre des soldats ou des officiers de haut rang. Des milliers de femmes ordinaires sont devenues des pièces maîtresses de l'appareil de répression. C'étaient les Aufseherinnen, les gardiens des camps de concentration. Tout a commencé en 1938. Les SS, voyant la nécessité de contrôler les prisonnières, ont établi Lichtenburg, le premier camp pour femmes. Là, Johanna Langfeld, une veuve, fut nommée première surveillante en chef. Elle n'était pas une fanatique nazie, mais elle avait quelque chose de plus important pour le régime, l'expérience de la discipline. L'expansion a été rapide. En 1939, Ravensbrück a été fondée, destinée à accueillir des milliers de femmes détenues. Selon un manuel officiel signé par Theodor Eicke, les gardiennes avaient presque le même pouvoir que les gardiens. Elles pouvaient ordonner, punir, humilier, bien qu'elles ne puissent pas porter d'armes à feu. Au début, les SS recrutaient de manière sélective. Femmes âgées avec un casier disciplinaire. Une recommandation du parti nazi ou des autorités locales était requise. Mais bientôt, face à l'expansion massive des camps, la priorité change. On veut des jeunes malléables, plus faciles à endoctriner. C'est ainsi qu'entre Dorothea Binz, à peine adolescente. Elle n'avait aucune expérience préalable, mais s'est avérée être une recrue parfaite, obéissante, dure et impitoyable. Binz concevra plus tard le plan de formation de tous les nouveaux tuteurs. Entre 1942 et 1944, les besoins en personnel explosent. Des campagnes de recrutement ont été lancées, offrant un logement gratuit, des rations quotidiennes, des vêtements et des salaires supérieurs à la moyenne. De nombreuses femmes, comme Elisabeth Volkenrath, ancienne coiffeuse, y ont vu une opportunité d'ascension sociale rapide. L'entraînement à Ravensbrück était brutal. Première semaine, endoctrinement racial intensif. On leur a appris que les prisonniers n'étaient pas des êtres humains, mais des menaces biologiques. Deuxième semaine, technique de contrôle et de punition. Troisième semaine, sélection des prisonniers pour le travail forcé ou l'extermination. L'une des premières à se démarquer fut Hermine Braunsteiner, surnommée plus tard la jument de Majdanek. Elle a été félicitée pour sa capacité à maintenir une distance émotionnelle et à appliquer des punitions sans hésitation. La formation récompensait la brutalité. Irma Grez, à peine âgée de 18 ans, se souvient lors de son procès qu'à Ravensbrück, ils étaient bien traités. Chambres individuelles, 3 repas par jour, forfaits familiaux. En échange, ils devaient se soumettre entièrement à la doctrine SS. Ceux qui ont fait preuve de plus de ténacité ont rapidement progressé. Hildegard Leschert, plus tard appelée la femme sanglante de Majdanek, a été promue en seulement 6 mois. Chaque transfert entre les camps, Ravensbrück, Auschwitz, Majdanek, était une opportunité de promotion. Des missions stratégiques ont permis de placer chaque femme là où son profil serait le plus utile. Gertrude Feist, avec son expérience de bureau, a organisé des listes de prisonniers. Elisabeth Lubka, physiquement plus forte, supervisait les commandes de travaux forcés dans les carrières.
Ils n'ont pas tous commencé cruellement. Margot Drexel, par exemple, a d'abord été jugée comme excessivement hésitante. 6 mois plus tard, ses supérieurs la décrivaient comme exemplairement stricte. La formation comprenait également des cours spéciaux sur la gestion de la grossesse et de l'enfant, comme ceux suivis par Thérèse. Marquait le point, dans les camps, les bébés étaient séparés de leur mère presque à la naissance, envoyés pour une évaluation raciale ou carrément exterminés. La rotation entre les camps garantissait que tous les gardes étaient soumis à la surveillance des casernes, aux tâches de cuisine, aux marches forcées et à la supervision des exécutions. Ertabot a servi à Ravensbrück, puis à Stutthof, puis dans les camps annexes de Neuengamme et enfin à Bergen-Belsen. Cette flexibilité a été perçue comme une grande valeur. Une concurrence interne brutale était encouragée. Hélène Mazur organisait des unités punitives qui s'affrontaient chaque semaine. Les plus efficaces recevaient de meilleures rations. Ce système a produit des innovations macabres. Ida Schreiter a combiné le froid extrême et l'immersion dans l'eau glacée. Lisbeth Krzock a appliqué la privation de sommeil dans des positions douloureuses. Les gardes, ayant une formation médicale, étaient particulièrement dangereux. Erika Hörtel supervisait la sélection des prisonniers en fonction de caractéristiques physiques telles que la couleur des yeux ou la texture des cheveux. Gerda Kernheim a administré des injections mortelles aux prisonniers improductifs à Auschwitz. La distanciation sociale et linguistique était stricte. Ulla Jürs s'assurait qu'aucun prisonnier ne la regardait dans les yeux. Hills Forster punissait les erreurs de langage en allemand. Ce contrôle extrême déshumanisait systématiquement les victimes. Alors que les Alliés avançaient en 1945, de nombreux gardes tentèrent de disparaître. Traqués parmi les ruines, la persécution incessante des femmes SS. La capture des Offizierinnen n'était pas accidentelle. Les Alliés, aidés de listes de personnel, de documents administratifs et de témoignages de survivants, ont localisé et arrêté des centaines d'entre eux dans des camps tels que Ravensbrück, Auschwitz et Bergen-Belsen. Beaucoup ont essayé de se cacher en se faisant passer pour des prisonniers, mais les identifications étaient systématiques et documentées. Ravensbrück, situé à 90 km au nord de Berlin, servait de principal centre de formation pour ses gardes. Parmi les quelques 3500 femmes qui ont servi comme Offizierinnen, plus de 900 ont reçu une formation dans ce domaine féminin. Lorsque l'Armée rouge est arrivée le 30 avril 1945, beaucoup avaient fui, mais d'autres ont été capturés. Les Soviétiques ont immédiatement procédé à des interrogatoires et ont récupéré des dossiers abandonnés, contenant des informations détaillées sur chaque femme. À Auschwitz, évacué en janvier 1945, les gardiens participèrent aux tristement célèbres marches de la mort, ou furent redéployés dans les camps occidentaux. Une liste, retrouvée dans les bureaux administratifs, a révélé les noms de 170 femmes affectées à différents secteurs du complexe. Fortes de ces informations, les autorités soviétiques commencèrent à fouiller la Silésie où plusieurs femmes tentèrent de passer inaperçues en changeant de vêtements avec des prisonniers malades ou en se faisant passer pour des prisonnières ordinaires. C'est cependant à Bergen-Belsen que les captures les mieux documentées ont eu lieu grâce au travail minutieux des Britanniques. Le 15 avril 1945, les troupes du général James H. Hill libèrent le camp, trouvant plus de 10 000 corps non enterrés et une équipe SS toujours en activité. Parmi les personnels qui se sont rendus se trouvaient 28 gardes qui n'ont pas eu le temps de s'échapper. La photographie prise par George Roger, où ils apparaissent en formation à côté d'officiers masculins, est devenue l'une des images les plus emblématiques de ce moment historique. Parmi elles, Irma Grez, âgée d'à peine 22 ans, a été immédiatement reconnue par les survivants qui l'ont désignée comme responsable de tortures systématiques. Cependant, beaucoup ont eu recours à des méthodes improvisées pour échapper à la justice. Ils se sont déguisés en prisonniers, ont brûlé leurs documents ou ont prétendu être des infirmières ou des cuisinières du camp. À Stutthof, où opéraient quelques 47 femmes SS, un feu de papier et de vêtements a été découvert dans le bloc administratif,
preuve évidente d'une tentative désespérée d'effacer des preuves incriminantes. D'autres se sont enfuis en Autriche et en Bavière en utilisant de faux documents ou de fausses identités. Malgré ces tentatives, les Alliés ont produit une documentation abondante sur ces arrestations. Les archives britanniques conservent les listes d'arrestations de Bergen-Belsen, tandis que les Soviétiques ont conservé des rapports détaillés sur les arrestations à Auschwitz et Ravensbrück. Des photos d'identité judiciaire montrent ces femmes avec des badges numérotés accrochés autour du cou, certaines tenant des pancartes improvisées avec leur nom et leurs fonctions. Loin de paraître repentants, beaucoup se montraient provocateurs, comme le remarqua le caporal britannique Reginald Norris. Ils se tenaient en formation, comme pour une relève de la garde. Ils ne pleuraient pas. L'un d'eux a même demandé des cigarettes. Lorsque nous avons commencé à prendre des photos, certains ont regardé droit dans l'objectif. Ils semblaient fiers. Ainsi, la capture des femmes SS n'était pas simplement un acte de représailles, mais une opération documentée, structurée et fondée sur des preuves. Bien que beaucoup aient réussi à s'échapper, des centaines ont été arrêtés grâce à des listes, des témoignages de survivants et des recherches médico-légales. Leurs visages, désormais consignés dans les archives historiques, allaient connaître des destins divers, d'une justice expéditive à, dans de nombreux cas, une impunité inquiétante. Arrêtés après l'effondrement, le traitement des gardes SS dans les camps alliés. Après la chute du Troisième Reich, des milliers de membres de l'appareil nazi ont été capturés sur un continent plongé dans le chaos. Parmi elles, les Aufseherinnen, les gardiennes des camps de concentration, étaient confrontés à un sort incertain. Tous n'ont pas été jugés immédiatement ou n'ont pas été condamnés à mort par pendaison. Beaucoup d'entre eux ont passé des semaines, des mois, voire des années, prisonniers sous la garde des Alliés, dans une attente silencieuse oscillant entre peur, dégradation et humiliation. Classés comme criminels de guerre potentiels, les gardes furent internés dans des centres alliés tels que Bergen-Belsen et Lunebourg. Ils ont reçu des rations minimales, ont été photographiés et ont été isolés, soumis à interrogatoires quotidiens. La perte totale de contrôle qu'ils avaient autrefois est devenue une torture psychologique qui, pour beaucoup, a marqué le début de leur chute. Dans les camps britanniques, comme le camp d'internement civil numéro 5 de Lunebourg, les conditions de détention étaient sévères, mais réglementées. Les gardes partageaient des baraquements entourés de barbelés, recevaient des rations minimales, étaient soumis à un nettoyage de routine et effectuaient des tâches de maintenance interne de base. Des interrogatoires étaient menés quotidiennement, alternant des questions directes sur leur rôle dans les camps avec des évaluations de leur comportement en détention. L'isolement psychologique était une constante. Interdiction de contact avec le monde extérieur, confiscation des lettres et surveillance constante. Pour les femmes qui, jusqu'à quelques semaines auparavant, détenaient un pouvoir absolu sur la vie et la mort des autres, la perte de contrôle a été dévastatrice. De l'autre côté de l'Europe, le sort des gardes capturés par l'armée rouge fut radicalement différent. Les soviétiques, moins intéressés par les procédures judiciaires formelles, considéraient tout le personnel SS comme directement complice du génocide. De nombreuses gardiennes ont été transférées dans des camps de travaux forcés en Biélorussie et en Sibérie. La violence physique et sexuelle était une réalité amère. Les archives contemporaines documentent des cas d'abus sexuels systématiques contre des prisonniers SS, y compris des femmes. Peu importe qu'ils soient jeunes ou vieux. Leur appartenance à la machine d'extermination les a désignés comme des cibles légitimes de la haine déchaînée après des années d'occupation brutale. Le traitement, plus qu'une application de la justice, était dans de nombreux cas une vengeance impitoyable. Dans les zones d'occupation américaines, l'approche envers les gardes féminines était plus administrative. Ils ont été détenus dans des installations telles que le camp d'internement de Moosburg, où ils ont été détenus dans des conditions relativement stables mais strictement contrôlées. La priorité était d'obtenir des informations, non structures internes des camps, implication du haut commandement,
Les interrogateurs américains, parfois vétérans de la lutte contre le nazisme, abordaient les gardes avec un mélange de mépris et de méthode. La coopération, réelle ou feinte, pourrait signifier de meilleures conditions de confinement. Résistance, mois supplémentaires de détention dans des conditions de privation sensorielle et d'isolement. Certains des gardiens les plus tristement célèbres, comme Irma Grese et Elisabeth Wolkenrath, ont passé des semaines en tant que détenus ordinaires avant d'être libérés. Formellement inculpés. Il n'y a eu aucun traitement préférentiel ni aucune mesure spéciale lors de son emprisonnement initial. Elle partageait des cellules de fortune avec d'autres femmes de rang inférieur, exposées au ressentiment collectif d'un monde qui commençait à peine à comprendre l'ampleur de leurs crimes. La beauté de Grese, en particulier, a attiré l'attention morbide de certains soldats britanniques, mais aussi leur mépris. Les récits des gardes rapportent comment elle a été soumise à des insultes, à des humiliations verbales et à une hostilité continuelle pendant sa captivité. L'attente est devenue une torture mentale. De nombreux gardes ne savaient pas s'ils seraient libérés, jugés ou exécutés sommairement. Le système juridique allié a tardé à organiser des procédures formelles, prolongeant ainsi l'incertitude. Certaines femmes ont tenté de minimiser leur culpabilité lors des interrogatoires, affirmant que leur travail était administratif ou qu'elles avaient simplement suivi les ordres. D'autres, confrontés à des témoins survivants, ont compris que le silence ne serait plus une défense efficace. Dans certains camps de fortune sous contrôle britannique, des rapports médicaux font état de cas de gardiennes qui ont développé des troubles psychosomatiques, insomnie sévère, paralysie hystériforme, épisodes de mutisme sélectif. Cependant, il n'existait aucun programme systématique d'assistance médicale ou psychologique à leur intention. La priorité était la détention stricte et non la réhabilitation. Parmi les gardes détenus, des différences de comportement ont rapidement commencé à apparaître. Certains ont conservé une attitude de défi, s'accrochant à l'idéologie perdue du Troisième Reich. D'autres ont imploré la clémence, affirmant n'être que de simples rouages d'une machine qu'ils n'ont jamais pleinement comprise. Des cas de suicide en détention ont été documentés, bien que dans une moindre mesure que parmi les officiers SS de rang supérieur. Le manque d'attente de salut et le poids des témoignages qui commençaient à surgir contre eux brisèrent la résistance psychologique de beaucoup. La transition du statut de bourreau à celui de prisonnier n'a été ni immédiate ni aisée. Pour certains, il s'agissait d'un lent processus de dégradation et de déshumanisation inversée. L'uniforme qui inspirait autrefois la peur était désormais un symbole de honte. Le même corps qui marchait autrefois au rythme martial de la victoire nazie se recroquevillait désormais dans des coins froids, sous l'œil vigilant d'anciens ennemis. La phase d'internement représentait pour les femmes SS capturées un vide amer entre leur passé de pouvoir absolu et le jugement inévitable ou l'oubli bureaucratique. Là, sans la protection du régime qu'ils avaient servi, ils ont été confrontés pour la première fois à la réalité de leurs actes, ou, dans de nombreux cas, à la conséquence inévitable de leur indifférence criminelle. Dans les camps de prisonniers de guerre alliés, les Aufseherinnen cessèrent d'être des symboles de terreur et devinrent de simples numéros sur des listes de détenus. Mais le poids de ces crimes, bien que temporairement étouffé par l'enfermement, attendait inexorablement dans les dossiers judiciaires en cours de préparation dans les salles d'interrogatoire éclairées par des ampoules nues. La chute avait commencé et il n'y aurait pas de retour en arrière. Le processus de sélection visant à déterminer qui serait traduit en justice et qui ne le serait pas a été chaotique et inégal. Alors que certains gardes ont été formellement accusés de crimes de guerre, d'autres ont été classés comme personnel de faible priorité ou collaborateurs mineurs, ce qui a permis leur libération anticipée. Le manque de preuves individuelles détaillées et la pression politique visant à accélérer la stabilisation de l'Allemagne de l'Ouest ont conduit à la clôture de nombreuses affaires sans enquête formelle. Jugement dernier, quand les bourreaux affrontent l'histoire. Après l'effondrement du Troisième Reich,
les Alliés ont été confrontés au défi monumental de traduire en justice les responsables du génocide nazi. Les procès des gardiennes constituent un chapitre unique de cette entreprise, révélant des détails macabres sur leur participation active à la machine de la mort. Malgré cela, seule une fraction de ces affaires a été traduite devant les tribunaux, ce qui démontre que la justice d'après-guerre présentait des limites importantes. Procès de Bergen-Belsen, tenu par un tribunal militaire britannique à Lunebourg entre septembre et novembre 1945. Ce procès comprenait 45 accusés, dont 16 femmes qui avaient servi à Bergen-Belsen et à Auschwitz. Ils étaient accusés de graves chefs d'accusation: complicité de meurtre de masse, torture physique et psychologique, sélection pour les chambres à gaz et négligence criminelle dans la supervision du camp. Le tribunal a appliqué l'article 4 de la loi sur le Conseil de contrôle allié qui autorisait la poursuite des crimes contre l'humanité. Parmi les accusés figuraient Irma Grese et Elisabeth Folkenrath, figures emblématiques de la brutalité féminine dans les camps. Des témoignages les ont vus subir des coups, des sélections pour les chambres à gaz et des châtiments publics. Toutes deux ont été condamnées à mort avec 3 autres femmes lors du procès de Bergen-Belsen. Le 17 novembre 1945, le tribunal rend son verdict. 11 condamnations à mort, dont 5 femmes, 19 peines de prison et 14 acquittements. Grese, Folkenrath, Johanna Bormann, Frida Schulz et Franziska Schreieder ont été condamnés à mort par pendaison. Le bourreau britannique Albert Pierrepoint exécuta les peines à la prison de Hamelin un mois plus tard, rapportant dans son rapport officiel comment Grese, malgré sa jeunesse, garda un comportement calme et provocateur jusqu'à la fin. Pendant ce temps, le procès d'Auschwitz, organisé par la Cour suprême nationale polonaise à Cracovie à la fin de 1947, portait exclusivement sur les crimes commis dans le plus grand camp d'extermination du régime nazi. Parmi les 40 accusés se trouvaient 4 femmes SS. Marie Mandel, la gardienne en chef du camp de femmes, a été accusée d'avoir ordonné des exécutions, d'avoir participé à des sélections et d'avoir dirigé le tristement célèbre Bloc de la mort, ce qui lui a valu le surnom de « la bête féminine d'Auschwitz ». Thérèse Brandl, Louise Danz et Alice Orlovsky ont été accusées de brutalité envers des femmes enceintes, de coups avec des barres de métal et d'implication dans le retrait d'enfants pour les gazer. Mendel et Brandl furent condamnés à mort et exécutés en janvier 1948, tandis que Danz fut condamné à la prison à vie et Orlovsky à 15 ans de prison. Procès de Ravensbrück mené en 5 séries entre 1946 et 1948 par les tribunaux militaires britanniques de Hambourg, constitue le procès le plus long impliquant un camp de femmes. 38 femmes SS et 6 médecins ont été jugés. Dorothea Binz, responsable de la formation à Ravensbrück, et connue pour avoir battu à mort des prisonniers avec sa canne en bambou, a dû faire face à des témoignages l'impliquant dans des exécutions et des punitions collectives. Emma Zimmer a été accusée d'avoir supervisé le gazage de prisonniers sélectionnés parce qu'ils étaient inaptes au travail. Ruth Neudeck, surnommée le fléau des Polonais, dirigeait les pelotons d'exécution. Le premier procès s'est conclu par 11 condamnations à mort, dont ces 3 femmes, dont les exécutions ont eu lieu en mai 1947. Au cours des interrogatoires, un schéma défensif commun est apparu parmi les accusés. Irma Grese a déclaré « Je ne me souviens pas avoir tiré directement sur qui que ce soit, mais je leur ai crié de rester en formation pendant les sélections. » Marie Mandel a insisté « Je n'avais pas le choix. Les noms étaient envoyés par le docteur Mengel. J'ouvrais simplement la porte du bloc. » Ruth Neudeck a déclaré « Si je n'avais pas suivi les ordres, j'aurais moi-même fini sur la potence. C'était la loi du pays. » Cependant, le tribunal qui a condamné Dorothea Binz a déclaré dans son jugement « Le tribunal estime qu'il est prouvé au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé a battu, torturé et assassiné en pleine conscience de ses actes. Son sadisme a été corroboré par 23 témoins. »
Les chiffres officiels compilés par la Commission des crimes de guerre des Nations Unies, 1949, confirment qu'un total de 58 femmes ont été jugées, 18 condamnées à mort et 30 à diverses peines de prison. Il est crucial de comprendre que des centaines d'autres femmes SS n'ont jamais été poursuivies. Certains ont réussi à échapper à la justice, d'autres ont été arrêtés mais libérés après de courtes peines, et un plus petit nombre sont morts avant d'être jugés. Ces procès ont non seulement rendu visible la brutalité féminine, mais ont également posé les bases juridiques permettant de considérer tout individu, quel que soit son sexe, comme un auteur potentiel de crimes contre l'humanité. Les noms de Grese, Binz, Mendel et Volkenrath sont devenus synonymes de brutalité, et leurs procès ont créé un précédent qui continue de résonner dans les tribunaux internationaux au XXIe siècle. Pendus sans pardon, les SS qui ont payé de leur vie à la fin de la guerre, alors que le monde prenait conscience de l'ampleur de l'horreur nazie, les tribunaux militaires alliés exécutèrent un petit groupe de femmes qui n'étaient pas de simples observatrices, mais des actrices actives de la terreur dans les camps. Leurs exécutions, méticuleusement documentées par des témoins et des archives militaires, constituent un chapitre exceptionnel dans l'histoire de la justice internationale, démontrant que la responsabilité des crimes contre l'humanité ne connaît pas de genre. Le cas le plus emblématique fut celui d'Irma Grese. Née en 1923, elle rejoint le corps auxiliaire féminin SS à seulement 18 ans. Après sa formation à Ravensbrück, elle fut envoyée à Auschwitz, où elle devint rapidement superviseur. En 1945, elle fut transférée à Bergen-Belsen, où elle resta jusqu'à sa capture par les troupes britanniques le 15 avril. Au cours du procès, des témoins ont raconté comment elle avait personnellement sélectionné les femmes pour les chambres à gaz, fouetté celles qui refusaient de la saluer avec un fouet en cuir et lâché des chiens d'attaque sur des prisonniers sans défense. Les survivants ont raconté des actes d'humiliation sexuelle et de violence gratuite qu'il exécutait avec un plaisir apparent. Grese a été condamnée à mort le 17 novembre 1945, à seulement 22 ans. La presse britannique et européenne l'a dépeinte comme un mélange sinistre de beauté et de mal. Lors des audiences, elle s'est montrée hautaine, niant toute culpabilité et répétant « Je faisais juste ce qu'on me disait ». Sa jeunesse et son attrait physique contrastaient avec la cruauté de ses actes, créant une image qui allait fasciner le public de manière morbide pendant des décennies. Volkenrath, quant à elle, représentait un niveau hiérarchique supérieur. Née en 1919, elle a été superviseure générale des femmes à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen. Son palmarès comprend la coordination des sélections pour les chambres à gaz, la direction des punitions collectives et la conception d'horaires de travail exténuants qui ont conduit à des décès par épuisement. Au cours du procès, plusieurs témoins l'ont identifiée comme étant directement responsable de l'envoi de centaines de femmes dans des crématoriums. Un survivant a déclaré que Volkenrath signait des papiers aussi froidement que quelqu'un qui commande une tasse de café. Son rôle administratif n'a pas diminué sa responsabilité, mais a plutôt démontré la participation des femmes aux niveaux organisationnels du génocide. Juana Bormann, surnommée la femme chien, était redoutée pour avoir utilisé des chiens dressés pour torturer les prisonniers. Née en 1893, elle était l'une des plus anciennes gardes de Bergen-Belsen. Des témoins ont affirmé que les animaux, dressés à attaquer au moindre geste, se jetaient sur des femmes squelettiques sur ordre direct de Bormann, qui observait le spectacle avec un plaisir évident. Durant le procès, il est resté passif, ne niant pas les faits, ni ne montrant aucune émotion en réponse aux accusations. Son âge avancé n'a pas été considéré comme une circonstance atténuante compte tenu de l'extrême cruauté démontrée. Le 12 décembre 1945, le ministère britannique de la guerre signa l'autorisation d'exécuter 11 condamnés des procès de Bergen-Belsen, dont Grese, Volkenrath et Bormann. Les ordres précisaient la date, 13 décembre, le lieu, prison de Hamelin, le bourreau, Albert Pierrepoint, la méthode, pendaison, et l'instrumentation technique.
Le document précisait même le calendrier. Chaque exécution devait être effectuée à 30 minutes d'intervalle pour permettre une inspection médico-légale de chaque corps. Albert Pierrepoint, le bourreau britannique chargé d'exécuter les condamnés de Bergen-Belsen, exécuta les sentences avec rapidité et précision. Irma Grese, Volkenrath et Bormann furent pendus le 13 décembre 1945 à la prison de Hamelin. L'intervention a été réalisée dans une salle spécialement adaptée au sein de la prison, sans la présence du public. Seul Pierrepoint, un coroner, 2 officiers britanniques et un témoin civil étaient présents. Les corps ont été photographiés pour les besoins de la justice et enterrés dans des tombes anonymes au sein du cimetière de la prison. Selon le rapport médico-légal du docteur James Wallace, la mort a été instantanée en raison d'une fracture cervicale dans tous les cas, sans aucun signe de lutte puisque les exécutions ont été effectuées selon le protocole, sans violence excessive ni défaillance technique. En plus de celles exécutées à Hamelin, d'autres gardes SS féminines ont été condamnées à mort par les tribunaux militaires soviétiques et polonais entre 1946 et 1948. Maria Mandel et Thérèse Brandl a été exécutée à Cracovie en 1948 après le procès d'Auschwitz. Dorothea Bunce a été condamnée à mort en mai 1947 après le procès de Ravensbrück. Chacun d'eux avait été reconnu coupable de torture, d'implication dans des meurtres de masse et de crimes systématiques contre l'humanité. Les exécutions de femmes SS représentaient un acte juridique sans précédent. Pour la première fois dans l'histoire moderne, les tribunaux militaires ont officiellement reconnu la participation active des femmes aux crimes de guerre et ont appliqué la peine de mort sans distinction de sexe. La figure d'Irma Grese est devenue une icône sinistre du nazisme féminin et son exécution, avec celle de Volkenrath et Bormann, a marqué le destin d'une minorité de femmes qui ont franchi la ligne entre l'obéissance et la cruauté active, devenant des architectes conscientes de l'horreur mise en œuvre dans les camps de concentration. Impunité garantie, les bourreaux que le monde a libérés. Après l'effondrement du Troisième Reich en mai 1945, l'appareil judiciaire allié entreprit des poursuites limitées contre les criminels de guerre nazis. Cependant, le sort de nombreuses femmes gardiennes de camps de concentration a pris une tournure différente de celle attendue. Bien que certains aient été jugés et exécutés, la plupart ont reçu des peines minimales, ont obtenu des réductions pour bonne conduite ou ont tout simplement disparu dans l'Allemagne d'après-guerre, se fondant dans la population civile sous de nouvelles identités. Malgré leur condamnation, la plupart des gardiens n'ont purgé qu'une fraction de leur peine. La politique de reconstruction de l'Allemagne de l'Ouest, impulsée par l'émergence de la guerre froide, a facilité leur libération anticipée. Beaucoup ont trouvé un emploi sous de nouvelles identités, tandis que leurs victimes survivantes ont dénoncé le manque de justice. Les registres de la prison de Hamelin illustrent ce modèle. Le dossier numéro 407A documente comment Hertha Bote, condamnée à 10 ans de prison pour brutalité à Ravensbrück et Bergen-Belsen, fut libérée en décembre 1951 après avoir purgé seulement 6 ans. Au cours du procès, des témoins l'ont vu battre des prisonniers avec une pagaie en bois jusqu'à ce qu'ils soient ensanglantés. Sa défense était simple. « Je n'ai pas frappé fort, juste un peu pour les maintenir en ordre. » Durant sa détention, des rapports pénitentiaires favorables ont facilité sa libération anticipée. Un document d'avril 1950 stipule « Le prisonnier Bote a fait preuve d'une bonne conduite, coopère avec le personnel et manifeste des remords modérés. Sa peine est recommandée. » Ce type de signalement était courant parmi les gardiennes incarcérées, leur permettant de demander leur réintégration et d'obtenir des réductions substantielles. Les victimes ont exprimé leur indignation face à ces libérations anticipées. Elena Malinowska, journaliste juive polonaise et survivante de Bergen-Belsen, témoigna en 1963
lors d'une tentative de réouverture de l'affaire Bott. En 1955, je l'ai vue sur un marché à Hanovre. Elle vendait des fleurs. Son visage était le même, mais ses cheveux avaient changé. J'étais paralysé. Comment est-il possible que quelqu'un qui nous faisait marcher sous les coups tous les matins puisse marcher librement? Le processus de dénazification a établi une distinction entre les leaders idéologiques et les collaborateurs, permettant à de nombreuses Aufseherinnen de bénéficier de classifications telles que Mittelverein, sympathisant passif. Entre 1949 et 1954, des dizaines de gardes SS féminines furent libérées sur décision directe des gouvernements alliés, notamment britanniques et américains. Le gouverneur militaire américain Lucius D. Clay, responsable de la zone américaine, justifia ces mesures dans une lettre officielle de 1950. Tous les condamnés pour crimes de guerre n'ont pas participé à des meurtres. Certains remplissaient simplement des fonctions secondaires. Garder ces personnes en prison est inutile pour la stabilité de l'Allemagne de l'Ouest. Selon ce raisonnement, des tuteurs tels qu'Ilse Lott, Alice Orlowski et Else Kruger ont été libérés avant 1955 et ont trouvé un emploi dans des hôpitaux, des écoles ou des petites entreprises, souvent sous de nouvelles identités. L'anonymat est devenu la principale stratégie pour échapper à la justice. Au cours des années 1950, le ministère allemand de l'Intérieur a enregistré plus de 200 changements de nom liés à d'anciens responsables nazis. L'une d'entre elles était Erna Petry, condamnée en 1961 pour le meurtre de 6 enfants juifs en Ukraine, qui avaient vécu pendant des années sous le nom d'Erna, Schiffer, en Bavière. Le cas le plus énigmatique était celui d'Elfriede Monecke, gardien à Lublin-Majdanek. Condamnée à 10 ans de prison en 1948, elle est libérée en 1952 et disparaît complètement. Une enquête du Spiegel de 1983 a révélé qu'elle travaillait à Hambourg comme couturière sous le nom d'Elfriede Müller. À partir des années 1960, certains tribunaux allemands ont rouvert des affaires, en partie sous la pression internationale. Cependant, de nombreux gardiens ont été déclarés inaptes à être jugés, en raison de leur âge avancé. Un nombre minime de gardiens ont exprimé publiquement leurs regrets. Gertrude Heise a écrit une lettre au musée d'Auschwitz en 1988, reconnaissant son rôle de gardien à Ravensbrück, mais son témoignage n'a jamais été utilisé dans une procédure judiciaire. La grande majorité a préféré le silence comme stratégie défensive. Comme le résume l'historien Johannes Tuchel, les femmes tutrices qui ont survécu à la guerre l'ont fait grâce à 3 facteurs. Leur anonymat, leur sexe, qui les a placées hors des projecteurs judiciaires, et l'apathie d'une Europe qui a rapidement voulu oublier. Les chiffres définitifs sont éloquents. Sur environ 3500 femmes SS dans les camps, seulement 200 ont été poursuivies. Parmi eux, 18 ont été condamnés à mort, 115 ont reçu des peines de prison, plus de 70 ont bénéficié d'une libération anticipée et au moins 200 ont changé légalement d'identité. Alors que les noms d'Irma Grez ou de Maria Lemendle sont restés gravés dans les annales de l'horreur nazie, la plupart d'entre eux sont retournés à la vie civile, se sont mariés, ont travaillé et sont morts de vieillesse sans avoir à subir de nouveaux procès ni manifester de remords. Après leur libération, de nombreux anciens gardes SS ont réussi à se réintégrer discrètement dans la vie civile allemande. Certains ont trouvé du travail dans des hôpitaux, des usines ou comme enseignants dans des écoles rurales, où leur passé est resté caché grâce à de nouveaux documents d'identité ou à de simples omissions dans leur dossier. L'absence de contrôle public efficace, associée à la nécessité de reconstruire rapidement l'Allemagne de l'Ouest, a facilité la reprise d'une vie apparemment normale pour les femmes responsables de crimes odieux. Ce processus silencieux de réintégration, presque jamais consigné dans les archives officielles, il a contribué à ce que le souvenir de ces actions soit devenu flou dans la mémoire collective de l'après-guerre. Espions ennemis,
des nazis qui travaillaient pour les Alliés. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était divisée entre des blocs idéologiques irréconciliables. L'Occident, mené par les États-Unis et le Royaume-Uni, a cherché à reconstruire l'Allemagne de l'Ouest en un bastion anticommuniste. Dans ce contexte, la justice contre les criminels nazis fut subordonnée à des intérêts géostratégiques générant un phénomène aussi sombre que révélateur, l'intégration d'anciens membres de la SS, y compris des gardiennes de camps de concentration, comme informateurs ou agents infiltrés dans les réseaux de renseignement alliés. Le cas le plus documenté est celui de Hildegard Leichert, connue sous le nom de « le sanguinaire de Majdanek ». Née à Berlin en 1920, elle travaille d'abord comme infirmière avant d'être affectée comme Aufseherin à Ravensbrück, Majdanek et Auschwitz. Sa réputation s'est forgée à travers des actes de violence extrême contre des prisonniers. Les survivants ont raconté comment ils fouettaient, donnaient des coups de pied et sélectionnaient les femmes pour les chambres à gaz avec une cruauté particulière. Un témoin se souvient, lorsqu'il parlait aux prisonniers, son visage changeait complètement, prenant une expression bestiale. Après avoir été arrêtée en 1947 par les autorités polonaises, elle fut jugée lors des procès de Lublin. La Cour suprême de Pologne l'a condamnée à 15 ans de prison pour son implication directe dans les meurtres de prisonniers. Cependant, en 1956, 9 ans seulement après sa condamnation, Leichert fut libérée pour « bonne conduite » dans le cadre d'une révision de sa peine discrètement promue par des agences occidentales intéressées par son « utilité potentielle ». Des documents déclassifiés par les archives du service de renseignement allemand BND révèlent qu'entre 1956 et 1958, Leichert a été recruté par la CIA et l'organisation Gehlen, précurseur du BND, pour agir comme informateur à Berlin-Ouest. Sa connaissance de l'Europe de l'Est, son réseau de contacts et son expérience en Pologne faisaient d'elle une candidate idéale pour infiltrer les cercles communistes. Un rapport de décembre 1957 des opérations sur le terrain division de la CIA à Berlin-Station détaillé. L'opératrice H. Leichert présente un profil utile pour les opérations dans le secteur polonais. Elle a de l'expérience sur le terrain, il parle couramment l'allemand, le polonais et un russe de base. Il a pleinement coopéré lors des séances d'évaluation. La CIA l'utilisait principalement pour la reconnaissance des anciens combattants communistes polonais, la surveillance des ports de Szczecin et la collecte des noms des anciens agents soviétiques opérant en Allemagne de l'Est. Un autre document du Bureau des politiques, un rapport de coordination du BND à Bonn, daté de 1959, rapporte « L'agent B47L, Leichert, a soumis 2 rapports sur des mouvements suspects dans le secteur de Gorzów, Grande Pologne. Les informations coïncident avec des sources indépendantes. Une prime de 400 marks allemands est autorisée. Malgré ses liens avec les services occidentaux, son passé de criminel de guerre n'a jamais complètement disparu. En 1975, de nouveaux témoignages de survivants de Majdanek ont conduit à la réouverture de son dossier. Le procès de Düsseldorf de 1981 fut l'un des plus vastes de l'après-guerre. Leichert a été formellement accusé de complicité dans la mort de 180 personnes et de mauvais traitements systématiques infligés à des centaines de prisonniers. Des témoins ont décrit comment il donnait des coups de pied dans le ventre des femmes enceintes, tout en disant « moins de saleté naissent de cette façon », et comment il menait les fils vers le crématorium tout en sifflant des airs pour enfants. Elle a été condamnée à 12 ans de prison, mais la peine a été considérée comme partiellement purgée en raison de sa détention antérieure en Pologne. Il est retourné à la vie civile en 1985 et est mort libre en 1995, sans jamais montrer de remords pour ses crimes. Bien que Leichert représente le cas le plus connu, elle n'était pas la seule. L'organisation Gehlen, composée d'anciens officiers de la Wehrmacht et de la SS, recrutait systématiquement des individus ayant une expérience territoriale en Europe de l'Est. Parmi ses collaborateurs,
au moins 3 anciens gardes SS sont documentés comme ayant servi d'informateurs pour le BND entre 1955 et 1962, bien que leur nom reste partiellement classifié. Un document du BND déclassifié en 2011 intitulé Anwerbungen, dehors dem secteur ehemaliger NS-Fonctionnaires, recrutement dans le secteur des anciens fonctionnaires nazis, comprend une section sur les femmes ayant une expérience en Pologne et en Ukraine, recrutées pour des opérations de contre-espionnage. Le rapport note que la connaissance des coutumes, des routes rurales et de l'argot local de ces femmes, en plus de leur formation faisant autorité, les rend particulièrement précieuses pour l'observation et la collecte de renseignements dans les régions difficiles d'accès. Ces accords impliquaient un pacte tacite, une collaboration en échange d'une immunité judiciaire. Ce mécanisme, bien qu'utile aux intérêts occidentaux, a bloqué pendant des années les efforts des groupes de victimes pour traduire davantage de coupables en justice. L'historien Klaus Dieter Müller de l'Institut d'histoire militaire de Potsdam explique « Ces décisions n'étaient pas fortuites. Il s'agissait d'une stratégie visant à construire un réseau capable de concurrencer le KGB. Si cela impliquait de recourir à d'anciens criminels de guerre, c'était perçu comme un mal nécessaire. » En 2011, le Bundestag allemand a adopté une motion visant à déclassifier les documents liés à l'opération Paperclip et au réseau d'informateurs nazis. Il a été révélé qu'au moins 72 anciens officiers et fonctionnaires du régime ont collaboré activement avec les Alliés, dont 5 femmes qui avaient servi dans des camps de concentration. Les archives indiquent qu'environ 120 collaborateurs nazis ont travaillé pour le BND entre 1949 et 1962, avec au moins 80 cas documentés de paiement à des informateurs ayant un passé nazi. L'histoire des gardiennes ne s'est pas toujours terminée au banc des accusés ou sous la potence. Certains, comme Hildegard Leichert, ils ont à nouveau occupé des rôles centraux, non pas comme prisonniers, mais comme agents au service de nouvelles puissances. L'intégration de criminels de guerre dans les réseaux de renseignement n'était pas un phénomène isolé. Dans le cadre d'opérations telles que Paperclip aux États-Unis et Opération Gladio en Europe, des dizaines d'anciens nazis, dont des officiers de camps de concentration, ont été recrutés pour lutter contre l'expansion communiste. Cette stratégie, bien que considérée comme pragmatique à l'époque, a laissé de profondes blessures dans la mémoire historique et a alimenté les théories de dissimulation et de 2 poids, 2 mesures dans les processus judiciaires d'après-guerre. Disparus sans laisser de traces, les gardiens qui ont effacé leur identité. En mai 1945, les Alliés entament la tâche titanesque d'identifier et de poursuivre les responsables du génocide commis dans les camps de concentration. Cependant, alors que les principaux dirigeants nazis étaient jugés à Nuremberg, des centaines de femmes qui servaient comme gardes ont réussi à échapper à la justice. Ils ont changé de nom, se sont mêlés à la population civile, ont émigré vers d'autres continents ou ont tout simplement disparu dans le chaos de l'après-guerre, commençant une nouvelle vie construite sur le silence et le déni. La fin de la guerre a entraîné une crise humanitaire sans précédent, avec des millions de personnes déplacées, de réfugiés, de prisonniers libérés et de soldats vaincus se déplaçant à travers l'Europe. Les structures d'identification se sont temporairement effondrées. Cette situation a été exploitée par des centaines d'anciens gardes SS pour disparaître sans laisser de traces. Dans des camps comme Stutthof, Auschwitz et Ravensbrück, au moins 300 femmes SS ont disparu dans les jours qui ont suivi la libération, selon les rapports des tribunaux militaires alliés. Beaucoup ont ôté leur uniforme, brûlé des documents compromettants et se sont habillés en prisonniers ou en civils pour se fondre dans la population. Un rapport du NKVD soviétique de mai 1945 a confirmé qu'un nombre indéterminé de femmes SS étaient cachées par des proches dans des villages d'Allemagne de l'Est. Les registres d'arrestation de l'Armée rouge montrent que plus d'une douzaine de femmes initialement capturées comme détenues ont été identifiées plus tard comme d'anciennes gardiennes grâce au rapport des survivantes.
Avec l'effondrement du système bureaucratique nazi, obtenir de faux documents était relativement facile. De nombreux gardes ont eu recours à des papiers volés à des civils décédés ou à des formulaires abandonnés par la Wehrmacht ou la Croix-Rouge allemande, adaptant ainsi des identités existantes. À d'autres occasions, ils adoptèrent des noms communs non enregistrés, profitant de la destruction des archives municipales par les bombardements alliés. Une étude de 1973 menée par les archives fédérales allemandes a déterminé qu'au moins 137 anciens gardes SS ont légalement changé de nom entre 1945 et 1950. Certains dossiers comportent des notes telles que « non traçable sous le nom de jeune fille ou de femme mariée » ou « soupçonnée de résider en S sous un faux nom ». De nombreuses gardiennes ont disparu en utilisant de faux documents, en changeant de nom ou en émigrant vers des pays comme l'Argentine et le Brésil, où la faiblesse des structures d'immigration a facilité leur fuite. L'absence de registres et la destruction de documents ont permis à des centaines de personnes de vivre en toute impunité pendant des décennies. Bien qu'en nombre inférieur à celui des hommes, au moins une douzaine de gardiennes auraient réussi à s'échapper vers l'hémisphère sud. L'historienne Mary Fulbrook mentionne dans son livre « Reckonings, Legacies of Nazi Persecution » le cas de Gisela K., une ancienne garde de Lublin, qui s'est embarquée de Gênes en 1948 pour Buenos Aires en utilisant le passeport d'une victime d'un bombardement. Les registres d'immigration argentins découverts en 2003 par le Centre Wiesenthal révèlent que de jeunes femmes célibataires d'origine allemande sont arrivées entre 1946 et 1952 avec des documents délivrés par la Croix-Rouge internationale, une organisation qui a involontairement facilité la fuite de nombreux nazis en leur offrant des papiers en tant que personnes déplacées sans nationalité. Ces femmes sont arrivées en tant qu'infirmières, enseignantes ou femmes au foyer, des catégories qui n'ont pas éveillé les soupçons au contrôle d'immigration. Au fil des années, grâce aux efforts des survivants, des chercheurs et des centres commémoratifs, de nombreux cas impunis ont commencé à être rouverts en Allemagne de l'Ouest. À partir de 1958, avec la création de la centrale au Bureau central d'enquête sur les crimes nazis, Stelle der Landesjustizverwaltung, une recherche systématique des anciens gardes disparus a commencé. Cependant, les résultats ont été limités. Elfriede Monecke, gardien à Lublin et Ravensbrück, condamné en 1948 à 10 ans de prison et libéré début 1952, a complètement disparu des archives publiques. Une enquête journalistique menée par Der Spiegel l'a localisée en 1983 à Hambourg, travaillant comme couturière sous le nom de Elfriede Müller. Il a refusé de témoigner et l'affaire n'a pas pu être rouverte en raison de détails juridiques et de délais de prescription. La législation allemande présentait de nombreux obstacles à des poursuites efficaces. Pendant des années, les peines pour complicité de meurtre étaient minimes et le manque de preuves documentaires individuelles conduisait à de fréquents acquittements. En outre, jusqu'en 1979, de nombreux crimes n'étaient pas considérés comme imprescriptibles selon le code juridique allemand. Un rapport du ministère de la Justice de 1985 reconnaissait que la combinaison de lois obsolètes, du manque de documentation et d'une volonté politique limitée empêchait le plein exercice de la justice dans de nombreux cas. Cette réalité juridique a permis même à des femmes reconnues par de multiples témoins d'être libérées pour des raisons humanitaires ou techniques. Les femmes qui ont servi comme gardiennes dans les camps de concentration ont non seulement participé à l'un des systèmes d'extermination les plus brutaux de l'histoire, mais beaucoup ont réussi à échapper à toute responsabilité. Le chaos de l'après-guerre, les vides juridiques, le manque de volonté politique et les médias sociaux allemands eux-mêmes ont facilité sa disparition. Ils ont changé de nom, se sont mêlés aux survivants, ont émigré vers des pays sans extradition et ont vécu des vies anonymes, tandis que leurs victimes restaient marquées par l'horreur qu'elles avaient vécue. L'exode des criminels de guerre s'est fait par le biais de réseaux clandestins
connue sous le nom de « Route des rats », établie avec l'aide de sympathisants locaux, du clergé et de responsables de la Croix-Rouge. Depuis Gênes ou Marseille, beaucoup ont traversé la frontière vers l'Amérique latine en utilisant de faux passeports ou des certificats de personnes déplacées. Bien que la majorité des fugitifs soient des hommes, des données récentes indiquent que de nombreuses femmes liées à des crimes de guerre ont également utilisé ces canaux pour s'échapper. L'évasion interdite, le seul gardien sauvé par les prisonniers. Dans le sombre catalogue des femmes qui ont servi comme gardiennes dans les camps de concentration du Troisième Reich, Johanna Langefeld représente un cas unique et déconcertant. Alors que la plupart de ses codétenus étaient reconnus pour leur brutalité, Langefeld était la seule femme SS connue à avoir reçu de l'aide pour s'évader de prison de la part d'anciennes détenues. Ce qui est extraordinaire dans son histoire, ce n'est pas seulement l'évasion elle-même, mais la raison qui l'a motivée. Le traitement relativement plus humain qu'elle a réservé aux détenus pendant son service en tant que surveillante à Ravensbrück et à Auschwitz. Johanna Langefeld est née à Essen en 1900 dans une famille profondément nationaliste et luthérienne. Elle est devenue veuve à 26 ans et a été obligée d'élever son fils seule, survivant comme professeur d'économie domestique. Bien qu'elle ne fût ni une idéologue nazie ni une fanatique antisémite, elle fut recrutée dans la SS en 1937 en raison de sa discipline et de ses capacités d'organisation. Elle a d'abord dirigé une maison de correction pour femmes classées comme asociales, prostituées, voleuses et mendiantes, avant d'être transférée au camp de Lichtenburg, puis à Ravensbrück, où elle a été promue Oberaufseherin, surveillante en chef, en 1939. Durant son séjour à Ravensbrück et à Auschwitz, 1942, Langefeld a conservé un profil distinctif. Contrairement à des personnages comme Maria Mandel ou Irma Grez, il n'existe aucune trace d'acte de cruauté directe ou de sadisme de leur part. De nombreux témoignages indiquent qu'elle est intervenue pour empêcher des châtiments brutaux, qu'elle a protégé des prisonnières enceintes et qu'elle a refusé de participer aux sélections pour la chambre à gaz. Wanda Wojniak, survivante polonaise, témoignait en 1947. Elle n'élevait jamais la voix. Elle écoutait quand nous lui parlions. Elle nous a évité d'être emmenée en cellule disciplinaire plus d'une fois. Ce n'était pas une amie, mais elle était différente. Marguerite Buber-Neumann, prisonnière politique communiste allemande, se souvient. Langefeld était autoritaire, mais pas inhumaine. Elle avait un sens de la justice peu répandu chez les SS. Le sadisme des autres femmes la dérangeait. Ces témoignages, même s'ils ne l'absolvent pas de son appartenance au système concentrationnaire, révèlent une figure complexe qui a maintenu certaines limites éthiques, même au sein de la machine de répression nazie. Après la défaite de l'Allemagne, Langefeld fut arrêtée par les forces américaines en décembre 1945. Elle passa plusieurs mois dans un camp de prisonniers en Bavière avant d'être extradée vers la Pologne en 1946 pour être jugée pour ses activités à Auschwitz. Les autorités polonaises prévoyaient de l'inclure dans les procès massifs d'Auschwitz qui devaient se tenir à Cracovie en 1947. Elle fut transférée dans une prison de la ville où elle resta en isolement pendant que les accusations préliminaires étaient rédigées, l'accusant d'avoir supervisé les transports de prisonniers et d'avoir maintenu le contact avec les médecins du camp. Cependant, un événement inhabituel commença à prendre forme. Contrairement à d'autres gardes, un groupe d'anciens prisonniers polonais ont commencé à envoyer des lettres et à signer des pétitions au bureau du procureur demandant qu'elle ne soit pas condamnée comme criminelle de guerre. Les archives de l'Institut polonais de la mémoire nationale révèlent qu'entre février et septembre 1946, au moins 5 anciens prisonniers ont envoyé des lettres au procureur affirmant que Langefeld n'avait pas participé à la torture, avait agi comme médiateur entre les prisonniers et l'administration SS et avait tenté de protéger certains détenus des expériences médicales. L'une des signataires, l'avocate Zofia Garlinska, a même proposé que Langefeld témoigne pour la défense d'autres prisonniers.
Le 22 décembre 1946, l'impensable se produit. Johanna Langfeld disparaît de sa cellule de la prison de Cracovie. Selon un rapport confidentiel daté du même jour, son évasion a été facilitée par le personnel pénitentiaire avec la collaboration active d'au moins 2 femmes membres du personnel administratif, toutes 2 anciennes détenues du camp. Le document classé comme « Operatia écran » raconte « La cellule a été retrouvée vide à 6h45 du matin. La serrure n'avait pas été forcée. Les vêtements du prisonnier avaient été pliés. La trace a été perdue dans la zone du district de Debniki, où plusieurs maisons n'étaient pas enregistrées après la guerre. Contrairement à d'autres évadés qui ont été rapidement repris, Langfeld a disparu sans laisser de traces immédiates. En 1947, des rapports du gouvernement militaire. Les services de renseignements américains en Allemagne de l'Ouest ont rapporté qu'une femme correspondant à sa description avait été vue à Munich, séjournant chez une supposée sœur. Des enquêtes ultérieures menées par le service de sécurité intérieure allemand ont confirmé en 1960 que Langfeld vivait sous son propre nom dans le quartier de Moussac à Munich depuis 1957, après une période de clandestinité dans un couvent bavarois. Étonnamment, elle n'a plus jamais été arrêtée. Les autorités ont estimé que sa collaboration avec la résistance polonaise et l'absence de preuves directes ne justifiaient pas la réouverture du dossier. Elle est décédée en liberté en 1974, à l'âge de 73 ans, et a été enterrée sans cérémonie publique. Son histoire est restée cachée pendant des décennies jusqu'à ce que l'historien polonais Artur Chmiejewski a redécouvert l'affaire en 1999 alors qu'il examinait des dossiers non classifiés. Parmi les documents découverts figurent des transcriptions de témoignages de prisonniers pour sa défense, des rapports de prison du jour de sa disparition et des lettres privées entre procureurs polonais discutant du dilemme éthique que représente son procès. Andrea Riedl, directrice du mémorial de Ravensbrück, a déclaré en 2011 « L'affaire Langfeld nous oblige à repenser la simplification du rôle des femmes dans les camps. Elle faisait partie du système, certes, mais elle représentait aussi une lueur d'humanité dans un environnement absolument inhumain. » Durant l'existence des camps de concentration du Troisième Reich, la plupart des gardiennes participaient activement aux structures de répression et d'extermination. Cependant, quelques-uns sont restés dans les mémoires pour des comportements qui, comparés à ceux de leurs contemporains, reflétaient des attitudes différentes. Ces cas, bien qu'isolés, ont été documentés dans diverses procédures judiciaires et témoignages de survivants. L'une des personnalités les plus citées est Louise Brunner, qui occupait le poste de responsable des prisonniers à Auschwitz. Brunner, contrairement à d'autres surveillants, a été mentionné dans plusieurs témoignages comme quelqu'un qui protégeait occasionnellement certains détenus de punitions sévères. Selon les déclarations consignées dans les dossiers du procès d'après-guerre, Brunner a essayé d'assigner à certains prisonniers des tâches moins dangereuses ou physiquement pénibles. Bien que sa position d'autorité la lie directement au système d'oppression du camp, ses actions individuelles ont été interprétées dans les témoignages comme une forme d'atténuation relative. Après la guerre, Louise Brunner était arrêtée et poursuivie. Bien qu'elle ait été condamnée pour son rôle à Auschwitz, les rapports contemporains indiquaient que son profil était considéré comme moins brutal par rapport à celui d'autres gardes poursuivis. Une autre personnalité mentionnée dans ce contexte est Elisabeth Marshall, infirmière en chef du camp de Ravensbrück. Marshall exerçait des fonctions médicales au sein d'un système qui comprenait des expériences et des sélections en vue d'une extermination. Il existe cependant des documents isolés dans lesquels il est mentionné qu'il a discrètement aidé certains prisonniers malades. Les récits des survivants suggèrent qu'elle empêchait parfois des prisonniers affaiblis d'être envoyés à des sélections médicales qui se terminaient par la mort ou par des expériences mortelles. Malgré ces actes documentés, Marshall fut jugé après la guerre et condamné pour sa participation active aux structures d'extermination. Son cas illustre comment, même dans le cadre de fonctions médicales,
La collaboration avec le régime suffisait à garantir une condamnation. Thérèse Brandl. C'est un autre exemple où certaines nuances de comportement ont été soulignées. Brandl a travaillé comme surveillant dans les camps d'Auschwitz et de Ravensbrück. Certains témoignages recueillis lors des procédures judiciaires la décrivent comme quelqu'un qui, à certains moments, affichait un comportement moins violent que les autres gardiens. Il y a eu des épisodes enregistrés dans lesquels il a évité de participer directement à des châtiments corporels. Cependant, Brandl fut impliqué dans la sélection des prisonniers pour les chambres à gaz, une fonction considérée comme fondamentale dans la machine d'extermination. Lors du procès d'Auschwitz, qui s'est tenu à Cracovie en 1947, elle a été reconnue coupable de complicité active de crimes contre l'humanité et condamnée à mort. La sentence fut exécutée en janvier 1948. Parmi les cas les plus choquants révélés après la guerre figure celui d'Erna Petry, l'épouse d'un officier SS. Bien qu'il ne fût pas membre du personnel du camp de concentration, sa conduite révèle à quel point la violence nazie a contaminé même les civils associés au régime. Selon les archives judiciaires, Petry a personnellement exécuté 6 enfants juifs qui avaient réussi à s'échapper d'un transport. Après les avoir trouvés, il les a conduits jusqu'à sa propriété et les a assassinés un par un. Capturé des années plus tard, son procès est devenu un exemple emblématique de la brutalité consciente exercée par certaines femmes. Elle a été jugée et condamnée en Allemagne de l'Est en 1961.